Avec la modernité arrivèrent les usines qui sortirent du sol à une vitesse jamais observée précédemment. Les gens se retrouvèrent tirés sur le sol des industries, pendant qu'en parallèle la philosophie existentialiste annonçait la perte de notre humanité. Avec Darwin, la peur de n'être qu'un animal est devenue omniprésente, et Nietzsche a annoncé la mort de Dieu pour exprimer le besoin de trouver des nouveaux modèles d'existence. L'homme est devenu nihiliste. Imaginez l'état de l'art dans un monde pareil. Une culture de masse s'est imposée et s'est vue capitalisée à l'extrême. L'individu s'en est retrouvé inévitablement arraché. La culture de masse est devenue un endroit où nous perdons notre humanité petit à petit. Que reste-t-il de personnel dans la production et la production et la production ? C'est dans ce contexte que s'est exprimé le besoin d'aller vers un art avant-gardiste, qui souhaite remettre l'humain au centre de l'art et redonner à l'homme son pouvoir d'action. Pour citer le livre Les 5 phases de la modernité, le pouvoir de l'art est évidemment la façon la plus rapide et immédiate d'accéder aux réformes sociales, politiques et économiques. C'est ce qu'expriment les artistes d'avant-garde en remettant en question la forme même de l'art, en rejetant le passé et les valeurs acquises, en imaginant des nouvelles méthodes de création. Différentes utilisations du langage, du corps et des nouveaux moyens de perception vont aider à construire une scène expérimentale du rejet. Le début du XXe siècle va alors marquer la fin du cloisonnement entre les arts, pour apporter des formes dites interdisciplinaires. La hiérarchie entre les arts va se voir abolie pour créer des mélanges qui se juxtaposent. La musique, la danse, la peinture, l'écriture, tout va se rapprocher pour créer des formes à la fois hétérogènes, fragmentées, complexes, qui vont révolutionner la notion d'œuvre, d'art et de spectateur. L'un des artistes les plus fascinants de cette scène est Bob Wilson, considéré comme chef de file du théâtre d'avant-garde dans les années 60. Ses œuvres nous emportent dans une musicalité et un spectacle de lumière. Peut-être qu'elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais elles nous poussent à nous remettre en question et à sortir de notre zone de confort. C'est une expérience à la fois hypnotisante et difficile, qui est l'exemple parfait de l'interdisciplinarité qui fusionne chez lui théâtre, danse, musique et art plastique. It's unfortunate that governments are not aware of the importance of the role of the arts. Especially in my country, the United States, they really are a low priority. But I was reminded of the fact that I had been avoiding national concern. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy that had these kind of 4th of July plumes on them. They were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy that had these kind of 4th of July plumes on them, and they were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy that had these kind of 4th of July plumes on them. They were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy that had these kind of 4th of July plumes on them. They were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket. Bob Wilson est né dans la ville de Waco, au Texas, en 1941. C'est un metteur en scène et plasticien qui a d'abord fait des études d'architecture, de design, de peinture, avant d'être formé au Pratt Institute de Brooklyn. Ce dernier s'installe à New York en 1962, principalement à cause de son homosexualité envers laquelle son père se montre hostile. Avec son compagnon Andy de Groot, qu'il rencontre en 1966, il fera rapidement ses premières mises en scène. Et Bob Wilson s'occupe de la partie théâtrale, des chorégraphies et de la danse. Nous retrouvons Wilson dans beaucoup de formes d'art de la scène, comme le théâtre, l'opéra, les comédies musicales, mais aussi les expositions. Il fonde la compagnie Bird of Man School of Birds en 1968, alors qu'il est à peine âgé de 27 ans. Leur premier spectacle, The King of Pain, voit le jour un an plus tard, et leur premier succès international, Le Regard du Sourd, en 1971, qu'ils présentent au Festival de Nancy.
Il se distingue dans le domaine de l'opéra et collabore avec le compositeur Philip Glass pour la création d'Einstein on the Beach avec sa première représentation en 1976. Il est également connu pour repousser les limites du théâtre, mettant en scène des pièces avec des rapports extrêmes à l'espace et au temps. Par exemple, The Life and Times of Joseph Stalin dure 12 heures, ou Kay Mountain and Gardenia Terrace, qui dure 7 jours, a été représenté au sommet d'une montagne en Iran pour le Festival des Arts de Shiraz, avec plus de 700 participants. Accordant beaucoup d'importance à la coordination sur scène dans ces pièces très codifiées, nous pouvons dissocier 3 particularités de ces œuvres qui sont l'image, incluant lumière, décor, accessoires, qu'il va écrire en premier, les mouvements, la gestuelle et l'expression du corps, qu'il écrit ensuite, et enfin le son avec la musique, les textes, mais également la notion de silence. Puisque Wilson a une formation de plasticien, il n'est pas étonnant d'entendre qu'une des spécialités de ses mises en scène est l'image. Dans l'une de ses premières mises en scène, intitulée Le regard du sourd, d'une durée de 5 heures, l'importance de l'image est déjà évidente. La pièce est inspirée par son amitié avec un garçon atteint de surdité. Wilson souhaitait raconter l'histoire d'un infanticide à travers le regard et l'ouïe défectueuse d'un sourd-muet qui serait témoin des événements. Les quelques 70 personnages de la pièce sont donc muets, et seules les images nous permettent de comprendre l'histoire. Il se servira de la puissance de l'image comme d'un langage à part entière pendant tout le reste de sa carrière. À force de multiplier les visionnages d'extraits de ses spectacles, nous commençons à reconnaître sa patte. Les images sont très souvent contrastées. Dans Madame Butterfly, un homme en noir émerge d'un fond rouge. Dans Les Fables de La Fontaine, les animaux sont éclairés de bleu sur un fond vert, puis de rouge, puis de blanc, et leurs visages laissent place à des silhouettes noires lorsque les lumières se détournent d'eux, ne laissant que l'arrière-plan illuminer la scène. Dans Adam's Passion, le travail de la lumière est particulièrement somptueux. Le fond, comme son décorateur Tom Kahn le dit si bien, est comme une toile pour que la lumière frappe comme de la peinture. De cette lumière et de la fumée qui tapisse le sol émerge une silhouette d'homme, celle d'Adam, on imagine, dans un tableau à la fois minimaliste, onirique et surréaliste. Wilson est surtout reconnu pour son travail sur la lumière. On dit de lui qu'il est le plus grand artiste lumière de notre temps et est encore à ce jour le seul grand réalisateur à avoir été facturé en tant que concepteur d'éclairage. Lui-même considère que c'est la partie la plus importante du théâtre. Si vous savez allumer, vous pouvez faire en sorte que la merde ressemble à de l'or. Je peins, je construis, je compose avec la lumière. La lumière est une baguette magique. Mais la lumière seule n'est pas suffisante pour décrire les images de sa mise en scène. Si les arrière-plans sont toujours épurés, la scène, elle, est souvent ponctuée d'accessoires. Wilson, là encore en digne plasticien, traite chacune de ses productions comme une œuvre d'art à part entière. S'il ne les construit pas toujours lui-même, il les conçoit. Et il est si perfectionniste qu'il n'hésite pas à renvoyer plusieurs fois l'objet jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Une telle attention aux détails aboutit généralement à une collection coûteuse d'accessoires. Ils se vendent à des prix allant de 4 500 $ à 80 000. Le traitement réservé aux personnages est tout aussi important. Dans une interview, lorsqu'on demanda à Bob Wilson pourquoi est-ce que ses personnages sont toujours très maquillés, il répondit « Le maquillage aide à voir les yeux. Il permet de mieux attraper la lumière et de focaliser l'attention du public sur l'acteur. Dans le théâtre occidental, contrairement à l'Afrique ou à l'Asie, on a oublié à quel point les yeux ont leur importance. Ils sont en eux-mêmes un langage. Le maquillage viendrait ainsi compléter les costumes, les masques et les perruques qui adhèrent et prolongent les personnages. Dans Les Fables de La Fontaine, par exemple, nous reconnaissons un renard grâce au masque que l'acteur porte. Mais le reste de son costume est un tailleur. De cette manière, Wilson parvient à dire deux choses à la fois. Le personnage est un renard, et ce renard est raffiné et rusé. Du moins plus que les autres animaux de l'histoire, qui ne portent pas de tailleur. Toutes ces attentions, portées à l'image dans les mises en scène de Wilson, nous permettent de soutenir que son théâtre est un théâtre de l'image. Ces pièces peuvent bien être interprétées dans une langue que nous ne connaissons pas, nous sommes quand même happés par les événements,
nous sommes quand même satisfaits de notre expérience, car nous sommes les heureux spectateurs d'une succession de beaux tableaux en mouvement qui parviennent à nous maintenir en haleine. Wilson a beaucoup été inspiré par Chaplin, un acteur phare des films muets. Le mouvement chez Wilson, comme la gestuelle et l'expression du corps, se trouvent être des axes importants de son travail. Ce sont même des axes majeurs, car lui-même dit « Je fais le mouvement avant de travailler sur le texte. Plus tard, nous mettrons le texte et le mouvement ensemble. Je fais le mouvement en premier pour m'assurer qu'il est assez fort pour tenir debout sans mots. Le mouvement doit avoir un rythme et une structure qui lui sont propres. Il ne doit pas suivre le texte. Cela peut renforcer un texte sans l'illustrer. Ce que vous entendez et ce que vous voyez sont deux couches différentes. Quand vous les assemblez, vous créez une autre texture. Le mouvement est donc à prendre à part, en tant que langage du corps. La gestuelle est un travail de communication par la vue et l'ouïe, par les sons qu'elle produit que l'on peut distinguer du texte. Malgré une coordination très approfondie dans ses pièces, Bob Wilson veut que nous puissions voir mouvement et texte comme deux pièces distinctes. En utilisant un système chiffré pour associer les mouvements à des endroits précis du texte, il montre sa volonté pour que sa pièce puisse se comprendre ou par le son ou par la gestuelle. Suite à quoi, une autre interprétation du sens de la pièce est possible en associant son et mouvement. Wilson est très attentif à ces questions. Et cela transparaît à travers les retours que font les acteurs. Par exemple, un acteur dans The Civil Wars a dit « Quand je suis arrivé, Wilson m'a demandé de traverser la pièce au compte de 31, m'asseoir au compte de 7 et mettre ma main sur mon front au compte de 59. J'étais mystifiée par tout ce processus. » Ce qu'on peut tirer de ce que dit cet acteur, c'est à la fois que le mouvement est très calibré, mais que le temps et le silence le sont également. La notion de silence chez Wilson est importante. Mais hormis le silence, au niveau du son que nous évoquerons tout à l'heure, il y a possibilité d'évoquer une sorte de silence du corps. Le manque de langage est souvent présent dans ses œuvres. Le manque de mouvement est également un point à retenir. Dans Médéah, par exemple, Wilson a demandé à la chanteuse principale de se stopper entièrement pendant la pièce, pendant que les autres acteurs se déplaçaient autour d'elle. Elle se serait plainte en affirmant que personne ne la remarquerait dans ces conditions. Ce à quoi il a répondu « Si elle savait se tenir debout, tout le monde la regarderait. Je lui ai dit de se tenir debout comme une statue en marbre d'une déesse qui se tenait au même endroit depuis 1000 ans. » Une personne immobile au milieu de plusieurs personnes qui se déplacent suscite forcément de l'intérêt, se retrouvant être un élément curieux. L'immobilité prend donc un sens. Le silence du corps est un silence qui dit. Le troisième élément important dans les travaux de Wilson est son rapport avec le son et le silence. Toutes ces pièces sont musique. Mais toutes ces pièces ne sont pas musique car elles utilisent des chorales, des orchestres qui calibrent les mouvements des acteurs. Elles sont musique par-delà le son et le silence et par la relation même que ces deux concepts entretiennent. La musique des orchestres ne sont pas des décorations pour le texte. Le texte est musique. Les mouvements sont musique. Les silences sont musique. Tout est musique. C'est pour ça que Wilson va mettre les acteurs face à face, pour qu'ils puissent s'écouter à travers la musicalité de leurs gestes, et non pas juste à travers leurs mots. Car la parole a pendant longtemps dominé la scène théâtrale, et comme le dit Wilson, les acteurs ne pensent qu'à interpréter le texte.
Il demande aussi aux spectateurs de la scène du théâtre traditionnel « Pourquoi personne ne regarde-t-il ? Pourquoi personne ne sait-il regarder ? Pourquoi ne voit-il rien sur scène ?» Et c'est là que le silence va être important, car c'est lui qui va permettre à la scène de respirer et nous permettre d'écouter et de regarder. Eugène Ionesco a déclaré que Wilson surpassait Beckett, parce que le silence de Wilson est un silence qui parle. Si nous voyons la musique comme un mouvement qui décore le temps, le silence se forme en parallèle du son et crée une dynamique entre plein et vide, entre immobilité et mouvement, entre silence et parole, qui peut être perçu comme un mouvement et donc une musique. Le silence, dans son rapport avec le son, est un silence éloquent. Il signifie quelque chose. Toute cette philosophie nous vient de la crise du langage du XXe siècle, qui a mis en lumière l'idée que les langues vont cloisonner notre pensée en l'emprisonnant dans des mots, alors que la pensée, elle, est vive et en perpétuel mouvement. Même si le langage nous permet d'accéder à une certaine conception des choses, elle tend aussi parfois à ne pas représenter réellement ce que l'on veut dire. Notre utilisation des langues change en fonction des personnes et des cultures. Et tout le travail de Wilson est de nous montrer en quoi la langue est élusive, c'est-à-dire qu'elle esquive ce qu'est la réalité ou échappe au sens que l'on veut lui faire prendre. C'est pour ça que Wilson va écrire des pièces complètement sans parole, pour que le silence parle. Cela peut être déconcertant pour le spectateur, mais cela montre en quoi le langage est important par son absence. Il va aussi, lorsque ces pièces comprennent du texte, essayer de nous montrer la beauté du langage à travers des posters ou des graffitis, pour permettre aux spectateurs de regarder les mots en eux-mêmes, plutôt que les objets à quoi ils font référence. Et c'est également une des raisons pour laquelle il va faire jouer le texte et les mouvements de façon différente, pour nous illustrer qu'il y a, entre ce que notre corps veut dire et ce que nos paroles disent, un fossé immense. What do these movements mean? What are they? Oh, they're totally abstract. They have nothing to do with the narrative. They have nothing to do with the music, because they're pure. It's movement on their own. And if they were to be illustrating something, they would be less, quote, pure. Yeah. For the Japanese, there's no problem to think that way. But for us... It's a Western problem. It's a Western problem. En définitif, l'exploitation de tous ces arts rend ces mises en scène particulièrement vivantes et communicatives. Les décors nous parlent, la lumière nous parle, les costumes et les maquillages nous parlent, les gestes des acteurs nous parlent, ainsi que la musique, les paroles et même les silences de la scène. Chez Wilson, tout est langage. Tous les éléments sont voués à enrichir notre compréhension et notre analyse de son travail, car le metteur en scène est polyvalent. Il travaille toutes les disciplines qu'il touche en profondeur. C'est la raison pour laquelle il ne s'est ni arrêté à la peinture, ni arrêté à l'architecture qui ont constitué sa formation. Bob Wilson est un créateur compulsif, invétéré, qui ressentait le besoin de s'exprimer sur une scène plus large, qui lui permettait de tout exploiter. Souvent, en sortant du théâtre, les spectateurs partagent le sentiment d'avoir perdu leur repère. Il est en effet déroutant de voir s'ouvrir à chaque nouvelle scène une infinité de portes sur l'imaginaire qui nous laissent libres, méditatifs, chercher du sens là où tout reste à construire et passer à côté d'éléments riches d'interprétation. Nous sommes comme laissés à l'abandon là où tout, pourtant, a été parfaitement millimétré par un artiste regardant et perfectionniste. Abandonné par un théâtre traditionnel, confortable, narratif, que nous n'avions pas à interpréter et qui ne nous projetait pas dans un espace-temps différent de celui que nous connaissons. Mais la complexité de ces mises en scène et les difficultés que nous pouvons rencontrer en tant que spectateurs sont ce qui, justement, font l'originalité de Bob Wilson et la force de ces spectacles. Nous laisserons le mot de la fin à Aragon, qui, dans sa lettre ouverte à André Breton, dira de la pièce « Le regard d'un sourd ». Je n'ai jamais rien vu de plus beau en ce monde depuis que j'y suis né. Jamais aucun spectacle n'est arrivé à la cheville de celui-ci. Ce que nous, dont le surréalisme est né, rêvions, viendrait après nous et nous dépasserait. C'est
c'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. C'est fini. Cette vidéo était très dure à faire. Mais elle était bien.